Bonjour tout le monde et bienvenue à un nouvel épisode du trio offensif. Je me nomme Jules Raymond et je suis en compagnie de Zachary Sen et Dylan Garanteman. What's up les boys? What's up? Fait que là, la LNH est encore plus avancée, on est rendu à 6 matchs, ce qui est à peu près 10% de la saison déjà, ça avance très vite. Mais là, Zach, avant de parler de toute la saison et du Canadien, qu'est-ce qui se passe avec le pool? Et oui, Jules, le pool, on a fait beaucoup d'avancements cette semaine avec les matchs tous les jours maintenant. Donc, dans le pool, Dylan est le seul meneur de très loin, avec 100 points en 102 matchs joués. Félicitations, Dylan. Moi, je suis derrière Dylan de 16 points avec 84 points. Et Jules est derrière moi avec 73 points. J'aimerais dire que j'ai eu beaucoup de blessés. Et encore une fois, je mène par les points par match, ce qui est l'importance pour moi. Pas pour vous deux, mais pour moi. Et maintenant, je voudrais ouvrir la conversation à est-ce que vous voulez échanger un ou des de vos joueurs, échanger de vos 3 picks de la semaine? Donc moi je vais faire un de mes 3 échanges de la saison et je vais changer Rasmus Dahlin qui marche vraiment pas en ce moment. Buffalo, ils sont vraiment morts on dirait et je vais le changer pour un défenseur incroyable qu'on a oublié, Shea Theodore. Wow. Très bien, Jules. Très bon. Cela est noté dans l'agenda. Félicitations pour ton échange. Il te reste maintenant 2 Merci. picks pour le reste de la saison. Ouais. Il me reste aussi 2 picks et il reste à Dylan 3 picks. Donc merci Zach pour le pool. Donc on va continuer à suivre ça tout au long de la saison. À chaque semaine on va faire des petits rendus. Mais là, je veux commencer par le gros trade qui s'est passé. Le big trade. C'est rare qu'il y ait des trades avec des gros noms de même. Patrick Laine pour Pierre-Luc Dubois. Bon, il y a eu des petits morceaux là, comme Roslovic, qui peut être un bon third line center. Là. Mais c'est quoi votre avis là-dessus, les boys? Je comprends pas. Je comprends pas nécessairement pour une équipe, je comprends pas pour les deux. Je comprends pas pourquoi Columbus ont fait ça et je comprends pas pourquoi Winnipeg ont fait ça. C'est un deal qui ne marche pas des deux côtés selon moi. Je vais vous expliquer rapidement. Dans le fond, pour moi, Columbus, ils ont le meilleur côté du trade. Donc Laine, qui est un meilleur joueur que Dubois selon moi, de loin. Et en plus, Roslovic, qui est un quand même pas pire joueur. Par contre, Laine avec Tortorella, ça va pas marcher. Genre, ça, je peux vous le garantir tout de suite, ça va pas marcher. Laine à Columbus, ça va pas marcher. Il va jouer dans une équipe ben trop défensive avec des joueurs comme Max Domi, ça va pas performer. Il lui reste 1 an à son contrat. Pour moi, Laine, il va partir direct. Et de l'autre bord, comme j'ai dit, Dubois est vraiment moins bon que Laine. Oui, je comprends que Laine voulait partir, mais Dubois aussi voulait partir. Dubois aussi, c'est un joueur à problème. Donc, il jette un problème pour aller chercher un autre potentiel. Pour moi, c'est un échange qui je comprends pas. Vraiment. Donc oui, au début, il y avait des petites astuces. Vous voyez, il y a Pierre-Luc Dubois qui est pas content avec le management de Columbus, notamment Tortorella. Et Tortorella le fait jouer comme 3 minutes dans une game après une séquence de laquelle il était très déçu. Puis là, il y a question A, on veut se débarrasser de Pierre-Luc Dubois, que sur un marché vaut beaucoup dans la LNH. Pierre-Luc Dubois produit des points consistants, peut-être 50-60 points consistants là, dans une saison. Donc, c'est un très fort joueur. Et puis là, on se demande, il n'y a pas beaucoup d'options pour Columbus parce qu'ils doivent choisir un joueur précis à viser. Et c'est un deadline, ça ne marche plus. Là. Quand la relation joueur-franchise ne marche plus, il y a une limite de temps à l'échange. Et voilà, on a un gros échange qui se donne. Et j'ai hâte de voir ce qui va se reproduire dans les prochaines semaines à venir. Je veux juste dire rapidement, Ben cool. Ouais. parce que Zach t'a dit que Dubois c'est un joueur avec une très grosse valeur. Et clairement, on l'a vu, parce qu'il y a eu beaucoup d'équipes qui sont allées le chercher et apparemment, il y avait des grosses offres. Par contre, si je peux donner mon opinion là-dessus, pour moi, Dubois est extrêmement overrated et je suis très content que les Canadiens ne sont pas allés le chercher. Parce que oui, c'est un bon joueur, oui, il est relativement constant, mais c'est pas un elite center, en tout cas pas en ce moment. Donc moi, je pense que le Canadien, on l'a échappé belle. Et aussi parce que le Canadien aurait dû donner ben trop pour Pierre-Luc Dubois. Ben oui, il y avait une Kotkaniemi, négociation Caulfield, avec... apparemment. Ouais, exactement. Kotkaniemi, Caulfield,
Il cherchait sûrement du Victor Mété. Je sais que beaucoup d'équipes sont intéressées à ce joueur-là à présent. Donc, ouais, le Canadien, ils auraient dû donner beaucoup. Puis je suis pas très confortable avec certains des joueurs qu'on aurait donnés. Ok, moi, Did, je veux revenir sur le point que tu as dit que Columbus a gagné le trade. Parce que, comme tu l'as dit avec Tortorella, c'est sûr que ça marche pas. Simplement, là, Tortorella, c'est un gars qui, lui, coach une team de top 6, top 9 pour amener à la coupe. Puis on l'a vu quand ils ont battu Tampa en 4 matchs, comment il était capable d'amener une équipe qui a pas des gros noms, mais est capable de l'amener loin parce qu'il trouve une manière de créer une chimie, d'amener ces joueurs-là à devenir beaucoup plus, beaucoup plus forts, même s'il n'y a pas de elite center, elite winger, name it. Fait que là, avoir un Patrick Laine qui, lui, c'est le joueur dans la LNH qui est le plus bébé en termes de qu'est-ce qu'il demande. On le voit, là, je veux dire, c'est un addict à Fortnite, puis il veut continuer à jouer à Fortnite sur le côté. C'est vraiment comme... Moi, je me demande qu'est-ce qui est passé par la tête de Jarmo Kekalainen en se disant « Oh oui, je vais aller chercher un autre joueur qui va être problématique. » Puis même là, c'est là que je pense que Winnipeg ont le edge sur ce trade-là, parce que Pierre-Luc Dubois, c'est un excellent premier centre, et là, il va se ramasser avec... à être sûrement le deuxième, avec un Scheifele qui est comme quand même un elite center, un deuxième centre de Pierre-Luc Dubois et un troisième de Stachny. Ça devient un middle core extrêmement puissant. Moi, je pense que c'est eux qui gagnent le trade de loin. Mais moi, là, c'est là-dessus que je suis pas d'accord. Que Dubois, c'est un excellent premier centre. Pour moi, c'est même pas un excellent deuxième centre. Je pense que peut-être, probablement, dans le futur, il va le devenir. Mais pour l'instant, je pense pas que c'est même pas proche d'un joueur comme Patrick Laine. Complètement à l'opposé. Il y en a un qui a prouvé depuis qu'il est dans la ligue. C'est un buteur de 40 buts. C'est probablement un joueur qui va faire 80-90 points par saison. Surtout, tu sais, il était pas content à Winnipeg depuis plusieurs années, puis il continue à produire comme une machine. Son premier match cette année contre Calgary, exceptionnel, meilleur joueur sur la glace. Mais par contre, je suis d'accord avec tout ce que tu as dit avec Tortorella, Laine, là-dessus, ça va pas marcher. Là, on va passer à un autre sujet qui nous concerne plus, et c'est le Canadien. Est-ce qu'en ce moment, c'est juste comme un voyage qui a bien fonctionné, puis on a fait 10 points sur 12 possibles, ou c'est vraiment une saison qui va s'avérer de même, là, une saison où est-ce qu'on est vraiment dans les top 5 de la ligue, là? Ben, je veux te dire une belle statistique, Jules. L'année passée, le Canadien a fait 50%, 50-50 sur la possibilité des points. Je veux te dire quelque chose que pas beaucoup de gens savent. L'année passée, on était meilleur sur le road qu'à la maison de très loin. Sur la route, on produisait beaucoup plus de points. Et de nature, le Canadien performait beaucoup mieux sur la route qu'à la maison. Et je pense que c'est la même chose cette saison. Je veux dire, on commence sur la route. 6 matchs de suite, c'est pas facile. On a 3 matchs en 4 jours. C'est très rare que ça arrive, premièrement. Et deuxièmement, il y a juste tellement de fatigue dans les joueurs. On voyait le 6e match contre Vancouver en 3e période. Nos joueurs étaient fatigués. Ça se voyait dans leur physique, dans leur vitesse, dans tout leur enthousiasme. Ils avaient perdu leur pep un peu. Et c'est ça qu'on se donne. Donc là, ça va être intéressant de voir le Canadien revenir chez nous. Une place qu'on a moins bien performé l'année passée. J'irais à peu près dans ce que Zach a dit. Je pense qu'il faut pas avoir des attentes trop hautes. Là, on parle déjà de la coupe après 5 games. Oui, on a très bien joué. Je pense qu'on a joué assez constant. On a prouvé que tous nos trios peuvent marcher. On a prouvé que défensivement, même si parfois c'est pas super, on est quand même capable d'être relativement solide. Par contre, est-ce qu'on va être capable de faire ça pendant 56 matchs? C'est toujours à voir. Mais moi, je veux aussi parler du fait qu'il y a beaucoup d'équipes, et c'est normal, là, qui commencent à avoir des blessures. Puis on voit les réels problèmes. Là. Juste Vancouver avec leur défense, ils ont tellement de problèmes, ils ont comme 2-3 défenseurs de blessés, et là tu te ramasses avec des trous dans l'alignement. Alors que nous, on a des blessés comme Armia qui a produit 4 points en un match, mais là après on le remplace par un Perry qui n'avait zéro l'air d'avoir pas joué pour les 5 premiers matchs, dans le sens que il est embarqué dès la première... Dès le premier shift ou le deuxième shift, il fait une putain de passe à Kenyemi qui s'en va direct à l'avant, tu sais, comme son but, il jouait avec des mains de fou.
Sa vitesse Le avait... dig sur le Ouais, joueur, c'est je me ça. souviens plus c'était quoi. là. Ça, c'était Sa fou. vitesse avait même pas tant l'air d'être un défaut, là, tant que ça. Moi, je suis en train de me dire, tu sais, le Canadien, on est capable de durer longtemps avec beaucoup de joueurs qui pourront faire des rotations, tu sais, fait que pour parler de fatigue et tout, là. Ouais, là-dedans, c'est sûr. Moi, je pense que même Frolic, c'est un bon joueur que quand on va avoir d'autres blessés, va pouvoir venir et performer bien. Mété en défense, même Pelling à la limite. C'est quand même sérieusement un bon taxi squad qu'on a. Comparé à les autres équipes de la LNH, qu'il y en a que, tu sais... Aussi, le fait qu'on n'a pas une star précise, tu sais. Capitals, Ovechkin se blesse, ils sont un peu dans la merde. Nous, c'est quoi? C'est Toffoli, ok. Ça fait mal, mais c'est pas non plus la fin du monde. Donc là-dessus, on va performer mieux que les autres. Ok, ça, j'avoue que c'est intéressant. Le fait justement qu'on n'ait pas de star, est-ce que vous pensez que c'est avantageux dans le sens qu'on est capable d'avoir un, tu sais, vraiment un depth chart vraiment plus intéressant que d'autres équipes, là, tu sais, on s'entend que, mettons, Jets, après la deuxième, troisième ligne, il n'y a plus rien, là, tu sais, les Ben, noms, c'est ça, ils tu viennent. parles de consistance, Jules. Ben, aussi, Dids, tu parlais de ça. Est-ce que les Canadiens peuvent être consistants à travers toute la saison? Et moi, je pense que oui, à cause de notre consistance sur les 4 trios. Donc, tu vois, le premier trio moi, je trouve qu'il est bon comme quasiment tous les matchs. Le deuxième trio qui est bon souvent, là, il fait au moins un but par match, on dirait. Tous les matchs, Puis le troisième est trio, actif. exactement. Puis le troisième trio qui s'est réveillé cette semaine. Puis il a fait beaucoup de points. Très productif. Armia, Toffoli, même Perry, le dernier match, on a vu ça. Puis même Keke, il a recommencé là, à produire. Puis il a prouvé Dids incorrect. Et notre quatrième trio, on l'adore depuis toujours avec Jake Evans qui Ouais, est c'est ça. la fusée du groupe avec Lekonen qui a eu un super bon match hier. C'est juste la consistance à travers tous nos trios. Puis je pense que ça va nous aider à produire constamment au travers de la saison. On peut-tu parler rapidement de Jake Evans? Ouais, c'est ça que je voulais faire. Tu l'as mentionné. Ce joueur-là m'impressionne tellement, sérieusement. Il est encore super jeune. Moi, j'ai toujours cru que ça va être un bon joueur de 4e trio dans la ligue. Moi, je pense qu'il peut potentiellement être 3e et même peut-être 2e. Ouais. Le gars est rapide, il est bon défensivement, il a des bons shots, il a quand même des bonnes mains. Ce gars m'impressionne, je sais pas pour vous. Là. Ben, c'est un two-way center, sincèrement, qui vraiment, on dirait qu'il prend sa place. Là. Tout d'un coup, on dirait qu'il n'y a pas de problème de confiance, il n'y a pas de problème de robustesse. Quand Myers a fait sauter les patins à Armia, là, le premier gars à sauter sur Myers, là, on s'entend que c'est un gars de 6 pieds 7, 6 pieds 8. Là, le premier gars à sauter dessus, c'était Jake Evans. Mais c'est ça, ok, fait que là, on en parlait un peu tantôt avant le podcast, là, mais tu sais, on parlait de Dano, puis de est-ce qu'on le re-signe, on aimerait ça qu'il re-signe et tout. Mais on s'entend-tu qu'avec un Jake Evans, ça devient un peu moins... ça devient un peu une moins grosse perte, dans le sens que si Jake Evans, dès sa 2e saison, est capable de prendre un plus gros rôle, déjà qu'après 6 matchs, il y a déjà beaucoup plus de minutes que beaucoup d'autres joueurs. Moi, j'arrête de me demander, est-ce que Dano va devenir quelque chose, tu sais, le gros bout du bâton dans le deal avec Montréal, est-ce que c'est pas Montréal qui va commencer à l'avoir en ayant des centres comme Evans puis peut-être Pelling qui peuvent venir prendre sa place? Ben oui, on sait que Dano a refusé un contrat de 5 millions par année pour 6 ans avec le Canadien. Ce qui nous porte à se questionner, est-ce qu'on va devoir l'échanger? Moi, je pense que si on serait pour échanger Dano ou legit le mettre sur le marché d'agent libre, peut-être ça donne un gros trou à notre trio des vétérans, notre premier trio. Puis peut-être il va pas avoir autant de chemistry avec les nouveaux joueurs qui vont s'intégrer là-dedans. Donc, peut-être c'est un risque, moi je pense. Moi, ça me fait chier cette situation de Dano. Parce que, comme Zach a dit, perdre Dano, c'est un gros trou. On a des bons joueurs jeunes, mais nos centres sont encore tous jeunes. Suzuki, il est bon, mais il est jeune. Kanemi est très jeune. Evans est très jeune. Donc, perdre Dano, ça ferait extrêmement mal. Et surtout, c'est l'an prochain. Par contre, le re-signer, surtout s'il refuse un contrat de 6 ans à 5 millions, si tu le re-signes plus que ça, plus longtemps ou plus cher, tu as le potentiel de te retrouver avec un gars
qu'il va pas être content. Parce qu'il a déjà dit que lui, il veut pas jouer derrière Suzuki et Kotkaniemi. C'était pour ça qu'il était frustré après les playoffs l'an dernier. Mais Kotkaniemi et Suzuki vont juste s'améliorer. Tandis que Dano va probablement juste tomber de plus en plus. Donc, si tu veux garder ce gars-là pendant 6 ans, tu peux pas lui assurer qu'il va être first line pendant 6 ans. Il va sûrement drop à la 3e, il va sûrement devenir frustré, puis là, tu as un joueur frustré entre tes mains avec un gros contrat. Donc, c'est un peu une situation difficile. Mais là, il faut finir le podcast, là, mais vite avant, je veux juste... Si justement on voit comment Claude Julien il gère ses trios en ce moment, puis on regarde le temps de jeu des trios, c'est vraiment variable dans le sens que il n'y a pas de joueurs qui vont faire au-dessus de 18 d'attaquants, là je parle, il n'y a pas d'attaquants qui vont faire au-dessus de 18 minutes de jeu. Contrairement à plein d'autres équipes parce que tu as des gars qui font 22, 23, 24 minutes. Nous, il n'y en a pas. C'est tous des 14, 15, 16 en moyenne. Fait que j'arrête de me demander, est-ce que si on continue de même, mettons pour 5 ans, avec un Dano, Suzuki et Kotkaniemi, on se ramasse avec une égalité dans le sens que là, Dano il se ramasse pas derrière ni devant. Est-ce que ça peut peut-être venir aider les affaires? Il a l'air quand même heureux Dano en ce moment là. C'est que ça va pas rester comme ça. Parce que pour l'instant c'est comme ça parce que c'est des trios assez égales. Mais quand Suzuki va partir puis vraiment devenir un elite center qui est capable, il va jouer fucking plus que les deux autres derrière lui. Il va jouer les 24 minutes par match. Donc moi je pense que c'est vraiment ça. Même Kotkaniemi, je suis pas son plus grand fan, mais s'il atteint le ceiling qu'il est capable d'atteindre, Dano il va pas jouer autant que lui. C'est impossible. Okay. Bon, Et j'aimerais aussi ajouter une dernière affaire sur le truc de Dano. Est-ce qu'on peut lui donner plus que 5 millions? Parce que on va avoir des problèmes dans le futur avec notre cap space. Déjà, cette année, on est au maximum. Avec Keke qui va vouloir un nouveau contrat. Suzuki, est-ce qu'on va avoir le cap space? Est-ce qu'on va même avoir l'argent pour ça, lui? C'est dangereux. Puis tu sais, le contrat de Dano qu'on a donné à 5 millions, c'est ça qu'ils ont dit hier sur TVA Sport, c'est que c'est un contrat qu'on a donné pendant l'été avant de signer tous les gars. Donc avant de signer Toffoli, avant de signer Perry. Donc on avait l'argent. Maintenant, apparemment, le contrat est même plus sur la table. Donc moi, je pense que Dano va vraiment partir réellement de cette équipe-là l'an prochain. Ben moi, je pense que c'est le meilleur pour l'organisation à long terme. Parce qu'on s'entend qu'on veut pas se ramasser dans 2 ans à perdre un Suzuki ou un KK en offre hostile. Exactement. Ça serait triste. Ça serait vraiment triste. Fait que bon. Mais là, c'est raison de plus la coupe cette année. Ouais, c'est justement, moi je pense que c'est la fenêtre là. Mais en tout cas, là les gars, faut que le podcast finisse. Comme la semaine passée, je veux savoir c'est quoi vos highlights de la semaine. C'est quoi le jeu qui vous a le plus impressionné? Je vais commencer par Dids. Écoute, moi c'est un jeu que je trouve très beau, mais c'est l'équipe au complet qui ont performé. Dallas, dans leur premier match de la saison, ont gagné 7-0 face à Nashville. Une performance ridicule. Et Lindhill a marqué un extrêmement beau but solo en piqué. Donc, il est allé chercher la puck lui-même. Il a fait tout le travail. Il était contre 2 gars. Il l'a volé. Après, il passait à travers les 2 défenseurs pour faire un tir parfait. Donc, un but spectaculaire qui démontre la performance spectaculaire de Dallas. C'est mon pick pour la semaine. Cool, merci. Zach? Moi, j'ai premièrement pensé au but de Matt Barzal. Aussi, un trop beau but. 2 semaines de suite, il fait un but d'élite de top 5 dans la LNH. Mais malheureusement, je ne vais pas aller avec lui. Je vais aller avec un pick plus conservateur. Philippe Hitil a fait un super beau but. L'attaquant tchèque des Rangers de New York vient avec la puck en avant du gardien de Pittsburgh, avec pas beaucoup d'espace, pas beaucoup de temps et pas beaucoup de rapidité, et sort de la magie. Ok, cool, merci. Moi, cette semaine, je vais choisir encore une fois un premier but dans la carrière d'un des jeunes, et je vais y aller avec celui de Dylan Cousins. Vraiment juste incroyable. Moi, ce que je m'attends d'un joueur comme Cousins, qui était le capitaine, un des capitaines du Team Canada, je veux dire, c'est qu'il arrive en force dans la ligue, là. Puis son but, ben, il montre du très beau futur pour lui, mettons, là, avec un beau bar down, un beau shot, puis il a pogné la puck, puis c'était du travail tout seul. Fait que pour un rookie, moi, je le donne en tabarouette. Donc, un banger. Donc, sinon, ben, c'est tout pour le podcast de cette semaine. J'espère que vous avez aimé. Comme d'habitude, continuez à commenter, à dire qu'est-ce que vous avez pensé. Ça nous encourage toujours à en faire un autre, à continuer. Vous voyez ce que je veux dire. Donc, sinon, les boys, mot de la fin ou...
Ben écoute, comme d'habitude, allez voir nos réseaux sociaux. Ils vont être dans la bio. Et abonnez-vous à notre YouTube. On est rendu à 50 plus abonnés. Ça va vite. Donc voilà, merci d'être venu. Commentez qui a mis le meilleur pick de la semaine. Quel but était le Big plus facts, beau? Big facts. Ouais. À date, c'est Zachary qui gagne là, avec le plus de vues. Allez.